je crois, de mémoire inscrits. Donc, en fait, déjà, bonjour à tous. Nous sommes contents de vous retrouver aujourd'hui pour vraiment un temps d'échange dédié à la prévention du risque infectieux dans le secteur du handicap avec toutes ses spécificités. Donc, nous avons préparé quelques diapos pour un peu planter le décor, qu'on apprenne à se connaître, recueillir un petit peu vos besoins, aussi vos attentes, et avec un tas d'échanges que l'on aimerait être le plus riche possible pour vraiment pouvoir développer avec vous des actions ciblées sur le secteur du handicap. En termes d'animation au niveau CEPIAS, donc vous retrouvez toujours les mêmes, hein, c'est les mêmes que pour les EHPAD, pour ceux qui avaient les deux secteurs. Donc, on va animer ce webinaire à 3. Donc, Patrick Duchesne qui est à côté de moi. Bonjour à tous, donc, Patrick Duchesne, je suis cadre santé hygiéniste au CEPIAS, donc côté Toulouse, voilà, en charge des établissements médico-sociaux. Emmanuel qui est à Montpellier. Et bonjour à tous. Donc, Emmanuel Sarivière, infirmière hygiéniste donc, au CEPIAS Occitanie, côté Montpellier, et référente comme Patrick du secteur des établissements médico-sociaux. Voilà, notre assistante Caroline Weiss, qui est, dont le nom vous le voyez apparaître, qui nous invite, qui est vraiment, c'est elle qui va être, voilà, on voit Caroline. Bonjour Caroline. Bonjour. Voilà. Qui est, vas-y, présente-toi vite, tu entends, voilà, qui est. Donc, je suis Caroline Vaille et je suis assistante du CEPIAS sur l'antenne de Montpellier. Voilà, et c'est notre référente pour le secteur du handicap. Et moi-même, Sandrine Canoué, je suis pharmacien hygiéniste sur le site de Toulouse et donc référent comme mes 3 autres collègues sur la prévention du risque infectieux en établissements médico-sociaux. Donc, la présentation est enregistrée, donc elle pourra être réutilisée si vous le souhaitez en replay pour vos collègues ou les personnes qui n'auront pas pu se connecter. La présentation aussi sera mise en ligne sur le site. Donc, on va commencer la présentation. Peut-être Patrick, on est à 2 mains, donc c'est un peu… On est à côté, mais on n'a pas les mêmes commandes, en fait. C'est ça. On va partager nos écrans. Voilà. Je vais le mettre ici. Voilà. Est-ce que vous nous voyez là, le diaporama? Oui, c'est bon. C'est bon pour tout le monde. Allez, on va essayer d'avancer. Alors, voilà. Voilà. Non, tu vois, je ne peux pas avec là. On a un souci, mais on va y arriver. Tu vois, je ne peux pas avec le… Ah, il faut cliquer sur la flèche. Donc, voilà, juste donc, pour ce temps d'échange sur 1h30, je pense que beaucoup d'entre vous ont appris à connaître le CEPIAS avec la crise Covid, peut-être certains d'entre vous avant avec les accompagnements sur les gestions d'épidémie ou le document d'analyse du risque infectieux, hein, donc Patrick. Donc, on va vous présenter rapidement un petit peu les missions du CEPIAS pour qu'on apprenne vraiment à se connaître. On refera un focus sur le risque infectieux dans le secteur du handicap et notamment en lien avec la stratégie nationale et un petit peu les attendus aujourd'hui en termes d'évaluation aussi de HAS de vos établissements. On présentera ensuite le programme d'appui régional que l'on a souhaité vraiment cette année orienté pour le secteur du handicap, un programme que l'on voulait faire spécifique pour vous. Jusqu'à présent, vous étiez associés ou invités sur des webinaires ou des formations sur les établissements médico-sociaux, mais EHPAD, secteur du handicap confondu. Voilà, il y avait la journée Femmes-Masse depuis plusieurs années. Là, on a vraiment souhaité co-construire avec des acteurs de votre secteur un programme dédié. Une présentation aussi des outils nationaux et régionaux qui vont pouvoir vous aider à promouvoir la prévention du risque infectieux. Et puis vraiment, on souhaiterait que ce soit le plus large possible, nous faire part de vos attentes et de vos besoins. Et donc là, Caroline vous présentera un projet qu'on a de questionnaire vis-à-vis de vos structures et également notre outil qui nous permet d'annuaire d'avoir vraiment les bonnes personnes, les bons référents de vos secteurs en termes de contact pour qu'on puisse communiquer facilement vers eux. Et puis un temps voilà, avec des questions ou autres sur ce qui vous préoccupe autour de la prévention du risque infectieux. Alors, le film, on va essayer de le lancer. Patrick, il sait faire, moi, je ne sais pas.
là, je pense que c'est tout cliquer directement sur le... Sûr, mais j'ai été directement. Pas sur le lien, sur la petite fenêtre. Hein? Si tu reviens. Attends. Non. Pardon, excusez-moi. On va y arriver. Ah. Là, sur le cadre, là. D'accord. Je crois que ça marche. Ça marchait tout à l'heure. Voilà, elle est en grand. On n'a pas de son. Non, il n'y a pas de son. Mais ça y est, là, on nous entend. Ah oui, parce que tu crois que ça parle, hein? Ça va très vite, mais on pourra le revoir. Tu crois que ça parle, là? À mon avis, non. Peut-être, ouais. Puis il y a une petite musique. Ouais. Ça va très vite, là, c'est possible. Ouais, mais parce que c'est leur présentation, donc... Hop là. Allez, on va revenir. Alors, je pense que vous n'aviez peut-être pas le son. Et peut-être les images. Non, il n'y avait pas de son. Voilà, oui, parce que c'est toujours le problème. Donc, en fait, voilà, vraiment, cette présentation, c'était pour voilà, vous rappeler un petit peu l'émission, parce que pour ceux qui nous avaient connus sur la crise Covid, un appui, hein, voilà, on a des missions quand même qui sont beaucoup plus larges que juste l'accompagnement des situations épidémiques, et vraiment des missions d'accompagnement vers le secteur, votre secteur, le secteur du handicap. Si on regarde un petit peu le risque infectieux dans votre secteur, ce qui est sûr, c'est qu'il est bien moins connu qu'un EHPAD. On a très peu de chiffres nationaux d'enquête permettant de savoir, un jour donné, les résidents ou les patients, les résidents de vos secteurs, qu'est-ce qui se passe en termes d'infections associées aux soins. Donc, c'est d'autant plus complexe que vos patients ont de multiples facteurs de risque liés au type d'handicap, à leur pathologie et aux comorbidités, aux gestes invasifs que vous allez pratiquer, qui sont effectivement complètement différents selon le type de secteur, un FAM, un MAS. Voilà, donc il y a vraiment des écarts en termes de charge en soins, de soins à risque. Donc, du type d'hébergement aussi influence le risque infectieux. Un résident qui est d'EHPAD, qui vit dans son EHPAD, son environnement EHPAD, vos résidents sont amenés à travailler, à échanger beaucoup plus avec le milieu extérieur, à revenir pour les enfants le week-end dans leur famille. Donc, il y a effectivement une frontière entre le risque infectieux communautaire et le risque infectieux associé à la vie en institution, qui est parfois pas facile à différencier. Et puis également le mode de vie de vos patients, de vos résidents. Donc, on retrouve vraiment
chez vous, je vous avais mis cette petite présentation en fait qui explique tous les déterminants de santé qui vont influencer le risque infectieux, qui sont à la fois individuels, liés aussi à la façon de vivre, aux conditions de vie et aux liens aussi que l'on peut avoir avec l'extérieur. La caractérisation des infections est parfois difficile dans votre secteur. Est-ce que c'est une infection communautaire? Est-ce que c'est une infection associée aux soins? Du fait des liens étroits qu'il y a entre la prise en charge en institution et les échanges avec le milieu extérieur ou la vie de tous les jours. Merci. Alors, l'année dernière, pour ceux peut-être d'entre vous qui avaient pu participer sur la dernière journée Femmes-Mas qui avait eu lieu sur la région toulousaine, la CVAGS, donc la cellule de veille à l'INECOT d'Occitanie, nous avait présenté un petit peu le signalement des infections qui remontaient en fait à partir des structures du handicap. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous signalez des infections à 26%, 26% des signalements qui sont reçus sur le portail de l'Agence régionale en santé pour les établissements médico-sociaux concernent le secteur du handicap. Donc, certains d'entre vous ont bien compris le dispositif de signalement, son intérêt. Là, c'est vraiment un focus sur tout ce qui est maladie à déclaration obligatoire, maladie à déclaration, pathologie hors maladie à déclaration obligatoire et les infections associées aux soins. C'est pour 2023. Diapo suivante. Ce que nous avait appris aussi cette intervention et ce signalement, on avait un petit peu par type de prise en charge ce que vous signalez le plus. Quel est le fardeau en fait de l'infection dans vos structures de soins? Donc on retrouve effectivement des gastro-entérites et des infections épidémiques comme des IRA, mais aussi tout ce qui est de la famille, tout ce qui est les parasitoses. Donc les teignes, la gale aussi fait l'objet de signalements, et puis des pathologies infectieuses comme la coqueluche et des toxi-infections alimentaires. Voilà, c'est ce qui a été signalé en région en 2022 par les établissements du handicap de la région Occitanie. Diapo suivante. Donc là, du coup, vous voyez, c'est à la fois, ça fait un petit focus, mais c'est peut-être on est loin encore de savoir ce qui se passe dans vos structures. Et donc, d'où l'importance, en fait, on s'était permis de vous rappeler dans cette présentation, l'importance de signaler les infections associées aux soins, déjà pour détecter un petit peu les infections rares, inhabituelles, graves, voire les épidémies, mettre en place des actions de prévention et de contrôle à la fois à l'échelon local, mais aussi à l'échelon régional, voire national, hein, d'un événement isolé. On peut, grâce au signalement, échanger avec le niveau national et savoir peut-être que ce qui se passe dans le FAM du fin fond de l'Ariège, pour pas le nommer, peut-être ressemble étrangement à ce qui se passe aussi dans une autre région. On a eu le cas récemment sur des bactéries hautement résistantes aux antibiotiques avec un clone particulier. Et grâce à cet échange au niveau national, on a pu savoir que ce clone diffusait aussi à Chambéry et à Grenoble. Donc, ça nous permet aussi de mieux comprendre en fait le mécanisme de ces infections. De signaler, ça vous permet d'alerter les autorités et les acteurs concernés, surtout pour solliciter une aide extérieure. C'est pas juste pour, voilà, je signale parce que c'est obligatoire, ou bien que ce soit obligatoire. C'est aussi la possibilité d'avoir une aide extérieure de l'Agence régionale en santé, des infirmières de la cellule de veille, des praticiens, des médecins, de nous-mêmes et de Santé publique France également. Ça contribue à mieux accompagner la maîtrise du risque infectieux et surtout, on est là aussi pour vous éviter, apporter les éléments nécessaires pour éviter que cela ne récidive. Pardon. Donc, le signalement, il ne faut pas le voir comme un exercice en fait réglementaire, même si c'est inscrit dans le Code de la santé publique. C'est vraiment avoir cette maturité de se dire, voilà, il se passe ça dans ma structure, je ne souhaite pas le gérer seul, j'ai besoin de l'aide et d'un regard extérieur pour m'aider à gérer cette situation. Alors, pour vous aider dans le signalement, c'est souvent compliqué. Non, c'est bon. C'est souvent compliqué quand on n'a pas l'habitude de signaler. Donc, on a cette année avec l'Agence régionale en santé et donc créé en fait un petit pas à pas pour vous aider. Donc, d'abord, un premier document où vous voyez donc au milieu, quand on est établissement médico-social, pardon, que ce soit un EHPAD ou
une structure du handicap, ben, en fait, on vous rappelle qu'est-ce qu'on doit signaler, les choses inhabituelles, les cas groupés avec les nouvelles définitions des cas groupés de nombre de cas, les infections associées aux soins qui ont pu contribuer directement ou indirectement à un décès, et tout ce qui est du registre des déclarations obligatoires. Et donc, quand vous cliquez, vous tombez sur la page là de l'écran en fait qui est à gauche. C'est un pas à pas qui vous permet, parce que effectivement, quand vous allez dans le portail pour la première fois, il y a tout un tas d'icônes et on ne sait jamais trop voilà, où signaler. Donc, vous êtes guidé au pas à pas dans la bonne rubrique pour signaler les infections associées aux soins en fonction du type d'infection qui vous préoccupe. Donc, il y a eu à un moment donné une discussion pour ceux qui étaient peut-être, pour ceux qui sont, vous êtes associés à un établissement de santé. Donc, c'est pas, il y a un autre dispositif de signalement qui s'appelle ESIN. Donc là, la réglementation donc maintenant est bien claire. On est un établissement médico-social, on signale nos infections associées aux soins sur le portail de la cellule de veille sanitaire de l'Agence régionale en santé. Donc, l'autre possibilité que l'on va avoir cette année pour mieux comprendre, enfin, pour mieux décrire en fait ce risque infectieux dans les structures du handicap, c'est l'enquête nationale de prévalence 2024. Donc, une enquête nationale de prévalence, c'est une enquête un jour donné où on va regarder un petit peu tous les résidents présents dans une structure de soins et regarder d'hébergement, enfin de soins au sens large, et regarder un petit peu le nombre de patients, de résidents porteurs d'une infection associée aux soins, selon des critères bien définis. Donc, la précédente enquête nationale avait eu lieu en 2016. Elle était ciblée sur les EHPAD. Donc, cette année, en 2024, pour la région, on a 102 EHPAD tirés au sort. Par contre, la nouveauté voulue par le niveau national, par Santé publique France et l'Europe aussi, parce que c'est un projet européen, c'est de proposer cette enquête au secteur du handicap qui souhaiterait, sur la base du volontariat, faire l'enquête. Donc, on a la période d'enquête prévue est entre le 15 mai et le 28 juin 2024. Vous êtes tous invités à participer à l'enquête à partir du moment où vous êtes sur des établissements d'hébergement producteurs de soins. Donc, vous avez tous les outils en ligne sur le site du CEPIAS et puis on vous montrera, on a prévu des temps aussi de webinaires, de présentation, de cas cliniques et également de formation aux outils. Alors, l'intérêt peut-être pour vous de s'engager dans cette enquête nationale de prévalence, c'est aussi, bon, déjà de voir un petit peu ce qui se passe dans vos structures et ça permet aussi de bien définir une politique, une stratégie de prévention du risque infectieux adaptée à la problématique infectieuse de son secteur, dans le cadre notamment de l'évaluation HAS, mais surtout aussi pour la promotion de la prévention du risque infectieux. Donc, quand on parle de stratégie, donc là, on était un petit peu le focus du risque infectieux en établissements médico-sociaux du secteur du handicap. La stratégie, elle a évolué aussi au niveau national. En 2011, on avait un programme national de prévention ciblé secteur médico-social, donc généraliste. 2015, on a eu le PROPIAS. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui s'intéressaient un peu au dispositif, il y avait les 3 secteurs. Les établissements de santé, les établissements médico-sociaux et la ville, et les actions étaient déclinées sur ces 3 secteurs. 2016, la première instruction qui a vu arriver par voie réglementaire le document d'analyse du risque infectieux, le DARI, donc Patrick qui reviendra dans le détail, qui était en fait qui demandait que chaque établissement ESMS avait fait son évaluation et formalisé un plan d'action. Et l'échéance était fixée à fin 2018. Et puis, 2022, est arrivée la stratégie nationale 2022-2025 qui maintenant lie la prévention du risque infectieux avec la maîtrise de l'antibiorésistance. Ensuite, également, le manuel d'évaluation du risque infectieux en ESMS. Et donc l'aide pour évaluer ce risque infectieux apporté par le nouveau DARI qui s'appelle le DAMRI.
Alors, si on regarde un petit peu la stratégie nationale, il y a 3 objectifs vraiment principaux dans cette stratégie. C'est de prévenir les infections courantes, comme les bronchites, les gastro-entérites, par des gestes du quotidien. Donc, on se dit que finalement, si on veut s'améliorer dans la prévention du risque des infections associées aux soins, il faut agir en amont aussi vers le risque infectieux communautaire. Et ça, c'est vraiment tout l'enseignement que nous a apporté la crise Covid. Bien sûr, on retrouve le deuxième objectif qui est de réduire le risque infectieux associé aux soins, notamment les infections nosocomiales. Et puis, le troisième objectif, c'est de préserver l'efficacité des antibiotiques pour qu'on puisse continuer à traiter les infections bactériennes. Donc, 3 objectifs principaux déclinés en 9 axes, déclinés en 42 actions et 43 indicateurs. Alors, le document est assez dense. On a juste souhaité vous faire un focus sur 5 indicateurs qui sont ciblés. Donc, pour l'établissement, sur les 45 indicateurs, il y a 5 ciblés pour les établissements médico-sociaux du handicap. Ce sont les suivants. Hop, on va y arriver. Voilà, donc c'est la diapo d'après, excusez-moi. Donc en fait, dans cette stratégie, vous avez, non mais c'est bon, c'est pour toi, c'est moi. Vous avez vraiment l'action 16 qui est ciblée pour les établissements médico-sociaux avec des déclinaisons de choses précises. Donc qu'est-ce qui est attendu sur cette stratégie entre 2022 et 2025? C'est le renforcement de la promotion de l'hygiène des mains. Donc vous voyez, on n'invente rien, il faut toujours continuer. Et le déploiement des précautions standards. Qui intègre la prévention des infections associées aux soins, donc le volet protection des professionnels. On attend aussi dans cette action 16 la promotion de l'évaluation du risque infectieux et l'analyse de ce risque. Donc, c'est tout ce qui va être porté, que vous allez pouvoir faire à travers le déploiement du DAMRI. Et ça va être de favoriser la mise en place d'éléments clés du programme de bon usage en milieu médico-social. Donc là, c'est tout ce qu'aujourd'hui on essaie de porter en régional, de façon coordonnée avec le centre régional de bon usage des antibiotiques, le CRATB, et les équipes multidisciplinaires en antibiothérapie. Là, ouais. Diapo suivante. Voilà, donc les 5 indicateurs ciblés que je vous annonçais, qui sont vraiment dans les indicateurs ESMS, il y en a 5 où ça concerne vraiment le secteur du handicap et également les EHPAD. Les EHPAD en ont un peu plus que vous. Donc, je pense qu'on y va un peu par palier, en fait. Hein. Donc, qu'est-ce qui est attendu en termes d'indicateurs qui va pouvoir montrer la prévention du risque infectieux dans vos structures? Donc, c'est une couverture vaccinale contre la grippe des professionnels avec une cible attendue supérieure à 70%. Donc là, sur les premiers chiffres annoncés en région par Santé publique France, on était plutôt aux alentours de 25% de couverture vaccinale. Donc, on a encore des progrès à faire. De la prévention de la transmission manuportée avec la promotion de la friction des mains avec des produits hydroalcooliques. Donc c'est déclaré par les professionnels après avoir touché un résident qui doit être à 90%. De fréquence. La fréquence moyenne de friction des mains par un produit hydroalcoolique par les professionnels de santé qui seront observés par les patients avant un acte de soin pour 100 situations. Donc, l'objectif à atteindre est de 90%. La proportion de patients de résidents qui déclarent avoir reçu une information concernant l'hygiène des mains de plus de 80%. Donc, vous voyez, sur cet indicateur-là, pour vos résidents, il faut vraiment avoir des outils adaptés de communication, de présentation du dispositif hygiène des mains, ce que certains d'entre vous ont déjà commencé, la plupart, à faire avec une approche un peu innovante en termes de communication. Et sur le dernier indicateur concerne les consommations en antibiotiques. Alors, la dose définie journalière, pour juste une parenthèse, c'est la dose moyenne pour un adulte de 70 kg. Ce n'est pas du tout la dose thérapeutique, mais voilà, c'est une mesure donc, uniquement qui est un standard, un gold standard. Et donc, pour la classe des anti-infectieux par voie systémique, donc on nous demande de réduire
réduire d'au moins 10% entre 2019 et 2025 au niveau national et également au niveau régional la consommation des antibiotiques pour 1000 habitants par jour. Donc, il va falloir agir à tous les niveaux, y compris sur les pratiques de prescription dans vos établissements de santé. La diapo suivante. Si on fait un focus maintenant sur les outils qui peuvent vous aider à structurer cette prévention du risque infectieux, il y a le manuel d'évaluation des établissements médico-sociaux. Alors, c'est vrai que c'est un peu nouveau pour vos structures. Alors, je pense qu'il ne faut pas peut-être voir ça comme une couche supplémentaire sur le millefeuille. C'est aussi un moyen de mettre en lumière tout ce que vous menez déjà dans le domaine de la prévention du risque infectieux. Donc, vous avez dans ce manuel le critère 3.7 qui est ciblé sur le risque infectieux, mais on retrouve aussi des éléments du risque infectieux un petit peu cachés dans l'ensemble du manuel. Si on regarde un petit peu le tri des déchets, c'est sur un autre côté. Voilà. Donc, il y a pas mal de choses. Donc, on vous a mis un lien vers ce document-là que vous voyez à l'écran du CEPIAS Pays de Loire, qui est vraiment très bien fait, qui vous décrit un petit peu les éléments d'évaluation et puis les outils que vous utilisez déjà qui vous permettent de répondre à l'attendu. Parce que globalement, je pense que beaucoup de choses sont faites. On a des fois du mal lors des préparations des évaluations à donner du sens et remettre en regard des attendus les actions déjà faites. Donc ça, cet outil est vraiment bien fait. Et donc, on vous propose en région le 17 septembre 2024, là, avec la SRA. Donc, vous avez déjà le lien pour vous inscrire. On vous propose un webinaire spécialement, en fait, pour l'évaluation des établissements de santé en médico-social sur le volet de la prévention du risque infectieux. Donc, vous pouvez déjà vous inscrire. Pour vous aider aussi à structurer, pour analyser donc le risque infectieux donc dans votre établissement, on vous propose aussi le DAMRI, donc anciennement DARI. Donc DAMRI, pourquoi? C'est la démarche d'analyse et de maîtrise donc du risque infectieux qui vous propose donc une première phase, un premier chapitre, le chapitre socle qui va vous permettre effectivement de faire la cartographie du risque dans votre établissement. C'est vraiment celui-là sur lequel il faut insister et qui vous permettra, qui vous ouvrira donc les autres chapitres. Le but, c'est pas effectivement de tous les faire, mais c'est de bien consolider le premier, d'avoir un plan d'action donc qui est automatisé. Donc, en fonction de ce que vous aurez répondu, vous aurez une proposition de plan d'action. Bien sûr, toutes les actions ne sont pas à faire tout de suite. Donc, on a essayé on vous a réparti donc les plans d'action en fonction du réglementaire et de ce qui est recommandé. Donc, déjà, ça donne une première classification. Et puis après, avoir vous, dans votre équipe pluridisciplinaire, un comité de suivi d'AMRI, quelles actions vous souhaitez mener pour l'année. Le but n'est pas d'avoir 100% au premier coup, c'est vraiment d'y aller progressivement. Et tout n'est pas possible d'être réalisé tout de suite. Donc, voilà, aussi, il faut savoir se donner le temps. Ce qu'il y a aussi de nouveau, c'est que ça vous permet aussi de vous familiariser à l'évaluation et aux audits externes tels que l'HAS. Donc, on propose des audits de système, donc pour des questions à poser soit au personnel, soit aux résidents. Voilà, pour bien être sûr de la réponse qui a été apportée à la question et de vraiment être sûr de ce qui se fait dans notre établissement. Il y a eu, donc, pour ma part, j'ai eu l'occasion de la présenter à plusieurs associations, puisque vous avez cette force aussi d'être bien souvent regroupé en association, ce qui représente plusieurs structures. Donc, si ça n'a pas été le cas pour votre association, n'hésitez pas à revenir vers moi. Vous disposez aussi d'un webinaire que j'ai réalisé donc, le 14 décembre 2023, et vous l'avez en replay sur notre site. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit, donc c'est très facile, vous allez dans la rubrique s'inscrire. C'est le directeur d'établissement qui réalise l'inscription. Donc, vous renseignez des champs. Mail sera envoyé au CEPIAS Bourgogne-Franche-Comté. Pourquoi eux? Parce que c'est eux qui
qui héberge donc le site donc du Damri et qui vous répondra OK. Vous pouvez donc renseigner et rentrer dans la démarche. Voilà. Je vous rappelle que toutes les données sont anonymes. Hein. Voilà, il y a vraiment, elles vous appartiennent, elles sont qu'à vous. Voilà, à national, éventuellement, on peut faire des extractions, mais qui sont vraiment en général et qui ne sont pas focalisées sur une structure. Tout ça, de toute façon, nous, on n'y a pas la main dessus. Voilà. Pour l'instant, si vous souhaitez, effectivement, vous pouvez nous donner au moins une visu. C'est comme ça, si vous avez besoin d'aide pour formaliser ou pour prioriser vos actions, voilà, on peut vous accompagner. Voilà. Mais après, toutes les données sont anonymes, enfin, sont par établissement, et c'est seul le directeur qui décide à qui il les confie. Voilà. Donc, voilà, donc pour terminer un petit peu cette partie très générale, hein, donc un seul objectif, bien sûr, c'est de réduire le risque infectieux. Donc, on a emprunté cette diapo à une équipe mobile en hygiène du 43. Donc, c'est vrai que sur la région Occitanie, aujourd'hui, contrairement aux EHPAD, peu d'établissements de votre secteur sont accompagnés par une équipe mobile en hygiène. Donc, c'est un petit peu le début. Le dispositif va petit à petit s'étendre en fonction des moyens qu'ont les équipes mobiles en hygiène. Donc, certains d'entre vous ont déjà un contact avec un hygiéniste, en fait, référent. C'est ce qu'on vous demande aussi dans votre stratégie de maîtrise du risque infectieux. Et donc, vraiment, avec une approche, donc une seule méthode, collaborer, s'adapter aux particularités de votre secteur, à chaque résident, à son handicap, à son âge, à son niveau d'autonomie, à chaque professionnel, et c'est pourquoi, donc professionnel de la santé, mais professionnel aussi de l'éducation, et aux actions éducatives mises en place. Donc, c'est vrai que on a vraiment besoin de construire avec vous, de co-construire en fait des actions adaptées à votre secteur. Alors, qu'est-ce que nous avons prévu donc pour vous accompagner dans cette analyse, dans cette maîtrise? Tout d'abord, on n'accompagnera pas tout le monde, hein, il y a plusieurs catégories. Donc, ceux qui sont ciblés, ce qu'on accompagnera, ce sont les femmes, les établissements d'accueil médicalisé. Donc, vous voyez les bases finesses qui finissent par 437, 448 et les masses 255. Voilà. Pour les enfants, c'est pareil, hein, surtout les instituts éducatifs médicalisés. Vous voyez, ça représente pas mal de structures, pas mal de lits à accompagner, donc on ne pourra pas accompagner tout le monde. Hein. Certains les accueils de jour, en général quand il n'y a pas d'hébergement, il n'y a pas de risque. Hein, ça m'est arrivé d'en visiter effectivement et où la prévention du risque infectieux était prégnant. Mais voilà, mais prioritairement nous accompagnerons ces établissements. Bien sûr, si vous avez d'autres questions, il ne faut pas hésiter non plus à nous solliciter. L'objectif, donc, c'est d'accompagner, donc, pour répondre aux objectifs de la stratégie nationale, hein, donc, ce que vient de vous présenter Sandrine, et aux exigences d'évaluation de la HAS, et aussi, donc, je pourrais rajouter à la réalisation du Damri. Les actions, donc, c'est de réaliser un état des lieux, déjà référencer toutes les structures et les personnes ressources de la région Occitanie, donc sur l'ARS, le Dr Garrigue. Donc je vous encourage, si vous n'avez pas fait, et on vous en reparlera à la fin, de renseigner donc l'annuaire national qu'on a, cet annuaire national qui nous permet de garder le lien et de pouvoir vous envoyer des informations, soit pour des journées, soit pour des webinaires, soit des documents qu'on a pu créer. Associer donc, nous souhaitons associer le secteur du handicap aux actions régionales, hein, donc c'est-à-dire aux actions qu'on mène en faveur des EHPAD, parce que bien souvent, il y a quand même des choses qui se regroupent. Faire connaître le CEPIA, c'est les outils de prévention et de contrôle de l'infection. Hein. Donc, c'est à travers le petit film que vous avez eu, à travers notre site aussi, où sur la page outils, vous pourrez retrouver pas mal de documents. C'est aussi constituer un réseau de référents de la prévention et du contrôle de l'infection, puisque vous verrez dans le Damri, vous avez demandé s'il y a des personnes référentes dans cette rubrique-là. Donc, c'est aussi pouvoir les connaître, pouvoir partager les informations. Construire aussi une
co-construire une formation de référent de prévention et contrôle de l'infection, puisqu'on sait très bien pertinemment, puisque que dans vos secteurs, hein, il y a effectivement le côté sanitaire, mais le côté éducatif aussi qui est très important, qui est très prégnant. Donc, on souhaite aussi pouvoir travailler avec cet aspect-là des choses, avec les personnes donc, qui sont côté éducatif et qui opèrent beaucoup et sont très présents auprès des résidents. Hein. Voilà, pour ça, il y a eu un groupe de travail qui est passé déjà le 7 mars. Voilà, et donc déjà, on a pas mal de pistes de réflexion et de travail. Et c'est répondre aussi aux demandes et aux conseils, aux sollicitations et aux vôtres, à vos problématiques de terrain. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Le programme régional a quelques dates par rapport à l'accompagnement. Donc, le 7 mars, c'est passé. Le 19 mars, c'est aujourd'hui. Ce qu'on vous propose aussi, c'est un webinaire donc, de présentation de l'enquête nationale de prévalence. Donc, vous avez expliqué Sandrine. Donc, vous avez le 9, le 16, le 23 et le 30 avril. Présentation des... Alors, le 9 et le 16, c'est la méthodologie voilà. et la façon de se connecter à l'enquête. Donc, ce sont le même webinaire, le 9 et le 16. Hein. Donc, ne faites pas les deux en suivant, vous allez... ou alors, si vous avez besoin de précision. Et le 23 et le 30, donc c'est 2 fois la même présentation. Et là, ça va être un travail sur des cas pratiques. Voilà, on a prévu en national 10 cas. De résidents présentant une infection et on vous aide au pas à pas à remplir le formulaire de l'enquête nationale de prévalence. Voilà, le 14 juin, on vous invite à nous retrouver les pieds dans l'eau, donc au Grau du Roi, pour la journée de prévention du secteur du handicap. Ces journées, elles existent depuis un petit moment. Hein, elles sont en alternance entre Toulouse et Montpellier. Aujourd'hui, cette année, c'est côté Montpellier. Voilà, donc le programme vous sera envoyé très prochainement. Et par contre, si vous avez de petits feedbacks. Oui, par contre, si voilà, n'hésitez pas à nous faire remonter les thématiques éventuellement que vous souhaiteriez aborder, des questionnements et surtout si vous avez des expériences, des retours d'expérience, voilà, nous sommes preneurs, hein, puisque ce n'est rien de mieux que d'avoir fait de voir pour les autres ce qui est fait dans notre secteur. Hein. Je crois qu'à valeur d'exemple, c'est plus motivant plutôt que de voilà. Nous élaborions un programme qui, bon, on espère vous conviendrait, mais bon, c'est mieux de partir de vos attentes, de vos besoins et surtout d'enrichir de vos expériences. Le 17 septembre, c'est un webinaire des enjeux du risque infectieux, donc que ce soit côté personnes âgées ou côté du handicap. Ça sera fait avec la SRA et le CEPIAS. Pareil, on vous en donnera le programme détaillé. Voilà, vous avez déjà le lien pour vous inscrire. Voilà, déjà. Le 21 juin, le 17 septembre, donc sur Béziers, je vous invite à nous retrouver avec Emmanuel et moi pour la construction du Damery et surtout pour faire vivre votre plan d'action. Hein, c'est bien d'évaluer. Bon, déjà, c'est une bonne chose que de rentrer dans la démarche, mais aller plus loin dans le plan d'action et puis savoir quoi mettre au bout de ces actions. Donc, on est là aussi pour vous aider à y réfléchir. Et surtout, donc le 16, ce qui est nouveau, c'est le 16 et le 17 octobre 2024 côté Montpellier, le 5-6 novembre côté Toulouse, donc la formation, la prévention du risque infectieux dans le secteur du handicap. Donc, ce qui est ouvert aux professionnels, donc côté sanitaire, mais aussi du soin, pardon, et aussi, bien sûr, au personnel du monde éducatif. Hein, je crois que voilà, ces deux professions doivent collaborer et voilà, sont interindépendantes, donc, et c'est toutes les deux impliquées donc de la prévention et du contrôle de l'infection. L'idée aussi, c'est par cette formation, vous aider à identifier et nous vous aider à former des référents du risque infectieux dans vos secteurs. Voilà, ce qui peut se demander dans le chapitre 1 aussi du Damery. Voilà, je pense que je passe la parole à Emmanuel. Merci. Donc, effectivement, la mise en place de cette nouvelle stratégie nécessite des outils, hein, puisqu'elle ne va pas se faire un petit peu toute seule. Donc, dans ce cadre-là, effectivement, Santé publique France a demandé à ce que soient mises en place et créées 5 missions nationales de surveillance que vous avez là représentées par des logos, donc Primo, Spares, Spicmi, Spiadi et Matisse,
des noms un peu barbares, mais qu'on va vous expliquer. Donc, effectivement, si on passe à la diapo suivante, ces missions nationales, elles ont, quelle que soit leur spécificité, des objectifs communs qui sont de lier la surveillance et la prévention des IAS, dont on nous a parlé tout à l'heure Sandrine, avec notamment la résistance aux antibiotiques, qui fait partie intégrante de cette stratégie. Elle intéresse le patient ou le résident, quel que soit son parcours de santé, que celui-ci soit pris en charge en ville, en établissement médico-sociaux, ce qui est notre cas aujourd'hui, ou en établissement de santé. Les organisations sont faites par des CEPIAS qui mènent ces missions. Donc là, je vais vous dévoiler la mission Primo et Matisse qui vous intéresse plus particulièrement. Donc la mission Primo qui est portée par le CEPIAS Pays de Loire, notamment avec des intervenants d'autres CEPIAS, et la mission Matisse qui est portée par le CEPIAS Nouvelle-Aquitaine et Guadeloupe. Donc, l'élaboration, ce sont des données de surveillance, bien évidemment, et des outils dont on va en parler. Donc, la mission Primo, elle intéresse plus particulièrement, effectivement, donc, les établissements médico-sociaux, les soins de ville. Elle a des champs d'action qui sont la surveillance et la prévention de la résistance aux antibiotiques et un volet de prévention des infections associées aux soins avec la déclinaison dans ces 3 chapitres-là d'outils. Donc, si on regarde un petit peu au champ d'action national, si on regarde sur la diapo précédente, la surveillance des résistances aux antibiotiques, donc elles font le suivi des sensibilités, ça c'est effectivement que ce soit en ville ou en EHPAD, avec effectivement une partie, on sollicite tout le monde dans cette stratégie, avec notamment des laboratoires qui participent et qui fournissent à Primo, à cette mission nationale, des données collectées. Il y a aussi effectivement d'autres thématiques qui sont tout à fait dans le suivi de la résistance aux antibiotiques, la surveillance avec sur le territoire occitan la présence de 404 laboratoires de biologie, dont la moitié, d'un peu plus de 53%, participent effectivement à cette surveillance, avec effectivement là aussi des antibiogrammes qui sont collectés pour une interprétation des données. Sur le champ d'action autre de prévention de la résistance, je vous disais, il y a aussi des outils qui existent. Donc, bon, je ne vais pas tous les citer, il y en a quelques-uns qui vont apparaître, des boîtes à outils, des formations, de la documentation et le champ d'action de l'UCRATB dont on y reviendra tout à l'heure avec des outils qu'il propose aussi et un antibioclic pour les médecins prescripteurs dans ce champ d'action-là. D'autres outils qui sont faits, voilà quelques exemples, c'est-à-dire qu'on a effectivement, par exemple, un outil sur l'optimisation de la prescription des antibiotiques en médecine ou en ville. Ça peut intéresser aussi le patient, le résident qui est porteur de BMR ou de BHR qui s'interroge. Donc, on a aussi des flyers un petit peu éducatifs et bien évidemment d'autres sujets sur effectivement, bien sûr, les précautions standards dont on a parlé tout à l'heure. Éventuellement aussi, voilà, des points sur le signalement, la journée nationale EMH, des audits et là aussi des boîtes à outils. Et par exemple, l'outil qu'on a mis ici sur tout savoir sur le signalement. Voilà, si quelqu'un est plus identifié dans votre structure, on peut avoir voilà, un pas à pas là aussi pour savoir un petit peu comment s'en sortir. Je vous le disais tout à l'heure, on est plusieurs CEPIAS donc tiennent un petit peu ces missions, mais d'autres participants, d'autres CEPIAS concourent à créer notamment des outils. Moi, par exemple, je fais partie de Primo notamment et on a réfléchi sur la checklist de la gestion des épidémies en EMS, donc des outils clés en main qui peuvent vous faciliter la vie au quotidien, surtout dans ces périodes-là où on est un petit peu perdu sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Donc là, voilà, c'est un exemple d'outil, mais vous verrez qu'il y en a bien d'autres dans ces missions-là. D'autres outils encore, par exemple sur les AES, pour ne pas les citer. Voilà, donc que faire si vous n'avez pas de protocole, entre guillemets, clé en main, voilà, le REPIAS Primo répond à votre demande par la mise en œuvre de ces outils. Dans un cran au-dessus, la deuxième mission qui peut vous intéresser, c'est la mission Matisse. Donc, c'est une mission d'appui transversal à la prévention des infections associées aux soins. Donc, cette mission-là, elle a comme champ d'action la création et la gestion d'outils de communication. Justement, elle renforce un petit peu ce que je viens de vous présenter, avec aussi une veille documentaire. Donc, si vous vous interrogez sur, je ne sais pas moi,
la gale, parasitose, etc. Vous pouvez aller via leur base de données chercher tous les documents qui existent, donc des documents qu'ils produisent eux-mêmes, mais pas que, des documents aussi que d'autres CEPIAS produisent et qu'on leur transmet pour qu'ils leur mettent dans les bases de données. Donc vous avez là un éventail effectivement assez important des documents qui peuvent correspondre à vos attentes et avec un volet aussi d'appui et de recherche sur les programmes de prévention. Donc là aussi une mission avec beaucoup d'outils. Les principaux outils qu'elle présente et qui sont, qui sont la formation, par exemple, avec tout ce qui est hygiène des mains, on en parlait tout à l'heure, ça fait partie des axes de la stratégie. Qu'est-ce que je peux faire pour évaluer l'hygiène des mains dans ma structure ou pour former? Donc là, vous avez tout un panel d'outils. Idem pour le ferry fécal ou la prévention des infections respiratoires qui vous permet d'aller chercher ce que vous trouvez. Alors, ça peut passer par le e-control, ça peut passer, par exemple, pour la formation, par plein de modules, par des affiches. Enfin, il y a plein d'aspects différents sur lesquels vous pouvez aborder la thématique et répondre en même temps aux attentes. Dans un autre contexte, je vous ai parlé tout à l'heure de Primo, il y a effectivement une ouverture de la surveillance nationale des consommations de produits hydroalcooliques qui date pas plus tard que du mois de mars. L'objectif auquel on veut vous sensibiliser et surtout auquel on veut que vous participiez, c'est de réaliser au travers de cette enquête un état des lieux quantitatif de l'utilisation des produits hydroalcooliques et en parallèle de mettre en œuvre une sensibilisation notamment au niveau des professionnels et des résidents. L'objectif étant d'augmenter à 4 frictions par résident et par jour le nombre de frictions réalisées par les professionnels en EHPAD, mais aussi dans les établissements du secteur du handicap. Actuellement, pour vous donner un ordre d'idée, en 2022, on était à même pas 2 frictions par résident et par jour dans ce type de structure. Donc, c'est une enquête qui estime à 5 minutes, qui se fait très rapidement via un formulaire pré-rempli en ligne et qui va être proposé, qui est proposé, aux EHPAD jusqu'au 31 mai 2024. Et vous aurez une restitution par Primo à la fin du dernier trimestre 2024. Donc, on vous encourage vivement à y participer. Si on a un autre outil sur lequel vous pouvez vous baser et qui est en lien avec le DAMRI qu'a présenté tout à l'heure Patrick, c'est effectivement le réseau national des préventions des infections associées aux soins qui regroupe toutes les fiches pratiques proposées par les CEPIAS et auxquelles on participe, Patrick et moi, sur justement des procédures ou des protocoles quasiment prêts à l'emploi, avec une réévaluation, bien sûr, des recommandations en vigueur. Elle est constamment, cette base de données, remise à jour. On y travaille régulièrement. Où là aussi, vous pouvez retrouver, par exemple, comment prévenir la transmission des BMR, des BHRE en établissements médico-sociaux. On peut aussi effectivement retrouver sur notre site CEPIAS plein d'outils que nous proposons et des outils que nous travaillons, nous, ou bien sûr avec vous, ce qui est un des objectifs, pour répondre au mieux, justement, là aussi, à vos besoins. Donc, comme le disait Sandrine, effectivement, vous nous avez peut-être connus pendant la crise Covid avec les nombreux outils que nous avons créés, eu égard aux besoins qui émanaient du terrain, notamment, si je prends l'exemple de comment je fais pour faire le repas de Noël dans l'EHPAD ou dans l'établissement, mais aussi comment je fais ma dose de rappel ou bien évidemment d'autres mesures à mettre en œuvre. Et ces outils, on les réactualise si besoin et ils sont réévalués constamment. D'autres sont créés au fur et à mesure. Vous en avez un autre qui est très intéressant pour vous, c'est le plan local des épidémies. Si on peut passer à la diapo suivante, voilà. Donc ça, c'est un document qui existe depuis quelques années maintenant, mais qui est rafraîchi. La dernière en date du mois de mars, où on a rafraîchi la partie générale du plan local d'épidémie, c'est-à-dire comment je m'organise, qu'est-ce que je fais, etc. On a rajouté, bien sûr, les checklists Covid et IRA. Et on a rajouté les coordonnées des plateformes Covid, des EMH et des EMA qui se sont créées entre-temps, renforcées. Donc là aussi, vous pouvez accéder à que faire si j'ai une épidémie de gastro-entérite, une checklist et comment je peux répondre très rapidement aux mesures à mettre en œuvre, surtout si je n'ai personne à qui interroger sous le coude quand ça vous arrive vendredi à 18 h. Voilà. Donc, ce plan local d'épidémie, il est en constante évolution. Alors, vous le trouvez sur le site du CEPIAS. On vous a mis une petite diapo. Voilà, il est garé dans la rubrique outils. Vous cliquez sur épidémie
Et ensuite, ben, le chapitre s'ouvre et vous avez un plan local d'épidémie et vous retrouvez, soit vous pouvez le télécharger, c'est le principe complet, soit vous pouvez le télécharger fiche par fiche en fonction de vos besoins. Voilà. Un autre outil qui vient d'être réalisé, ben, par exemple, c'est le passeport sur la suspicion des punaises de lit dans l'environnement. Que faire, hein, avec une version informatisée et imprimable et qui là aussi ben, répond à vos interrogations sur ce genre de parasites. Hein. Mais il y a aussi les ectoparasites tels que les poux, etc., que vous pouvez retrouver aussi. Un autre outil qui a été récemment créé, là Patrick en parlera beaucoup mieux que moi, c'est l'abord des précautions standards et complémentaires par le jeu des e-Nurse, hein, qui est là aussi utilisable en flashant le QR code par exemple, ou sur notre site, vous pouvez le retrouver dans l'intégralité. Et en cours, pour vous montrer un petit peu le rayon qu'on a d'action, on est en train d'élaborer, dans le même schéma que le plan local d'épidémie, la conduite à tenir pour les infections invasives à méningocoque, la coqueluche et les infections à streptocoque A qu'on retrouve souvent dans vos établissements. Donc, vous voyez beaucoup d'outils encore, d'autres à venir. Hein. Il y a eu aussi tout un outil de promotion du bon usage des antibiotiques. Alors, ça a fait effectivement cours à la semaine mondiale du bon usage des antibiotiques et à la semaine de sécurité patient. Donc, il y a eu là aussi des affiches, des quiz adressés aux professionnels médicaux, paramédicaux, les quiz usagers, etc. en fonction des tutos et des outils d'animation pour les résidents et les familles. Donc, la campagne a eu lieu, mais ces outils sont toujours accessibles et utilisables à n'importe quel moment de l'année quand vous en avez besoin. Voilà, donc c'est un petit peu pour montrer l'exemple. Voilà. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on a un partenariat bien sûr avec le CRATB. Donc eux aussi ont sorti dans le cadre du bon usage d'antibiotiques des outils. Donc un flyer un petit peu ancien mais qui a toujours lieu, c'est l'antibiothérapie en EHPAD, hein, qui reprend un petit peu qu'est-ce que je fais ou pas en fonction de la sphère par exemple digestive, est-ce que je peux faire, quelle conduite à tenir avec les antibiotiques et la personne âgée, si j'ai des allergies, je ne mets pas d'antibiotiques si, etc., etc. Et tout récemment, en janvier de cette année, si je ne m'abuse, de guide de prélèvement microbiologique en EHPAD qui comprend les bonnes pratiques sur les prélèvements à réaliser et qui peut être aussi utilisé dans vos structures. D'autres outils encore, hein, sur le volet vaccination, je vous le rappelle, qui fait partie aussi des 5 points qu'a abordé Sandrine tout à l'heure dans la stratégie. Hein. Donc, depuis 2 ans, une campagne à destination des professionnels de santé. Elle vous disait qu'on avait effectivement un taux de vaccination qui était faible par rapport aux attendus, aux objectifs. Donc, voilà, une argumentation, hein, les pairs parlent aux pairs, donc effectivement, voilà. Et là aussi, un très bel outil développé sur un escape game, hein, qui est tout à fait abordable et utilisable sur effectivement comment dépasser l'hésitation vaccinale. Donc tous ces outils, vous les retrouvez bien sûr le site et ils seront aussi réutilisés avec la création de nouveaux outils en 2024 lors de la Semaine européenne de la vaccination et de la sécurité patient. Alors Caroline, pour finir cette présentation très exhaustive. Pour finir cette présentation, juste un petit mot sur notre annuaire national qui est un outil pour nous qui est très important parce que c'est l'outil qui est géré par les CEPIAS en région et qui va référencer tous les acteurs qui interviennent d'une manière ou d'une autre dans la prévention des infections au sein des établissements de la région. C'est donc l'outil que nous, on va utiliser pour toutes nos diffusions, pour vous informer de nos actions, de vous communiquer nos outils, vous relayer des informations nationales aussi. Et surtout, c'est un outil qui est à votre disposition également, puisqu'une fois que vous êtes référencé dans l'annuaire, vous avez la possibilité de le consulter et donc d'identifier, de pouvoir entrer en contact avec vos homologues en région. Donc, certains d'entre vous sont déjà référencés sans doute dans l'annuaire. Vous n'êtes pas forcément au courant
Donc, pour le savoir, pour vous en assurer, on vous invite à nous contacter, soit par mail ou par téléphone, soit en passant par notre site internet. Là, on voit très bien la page annuaire de notre site qui est accessible depuis la page d'accueil en cliquant sur annuaire. Voilà, là, on voit le petit curseur tout là-haut. Et vous avez la possibilité, à partir de cette page, d'accéder à l'annuaire si vous connaissez déjà vos identifiants. Si vous ne les connaissez pas encore, à ce moment-là, de faire une demande de création, modification ou suppression de manière à nous solliciter pour qu'on vous référence, vous et vos collègues, et qu'on puisse communiquer de manière efficiente en direction de vos structures. Juste un dernier petit mot, nous allons à l'issue du webinaire vous faire passer un questionnaire à partir des adresses mail que vous aurez renseignées en vous inscrivant au webinaire et à partir des contacts déjà identifiés dans l'annuaire justement. Et ce questionnaire aura pour but déjà de bien identifier pour nous les référents en prévention des infections au sein des structures d'Occitanie. Et surtout de collecter vos attentes et vos besoins, voilà, en termes de prévention des infections, afin d'y répondre au mieux. Voilà. Merci Caroline. Voilà, nous, l'état des lieux qu'on voulait partager avec vous. Hein, ça nous semblait important qu'on parte tous sur les... Voilà, qu'on conforte un petit peu le fait de mieux nous connaître. Les outils, alors les outils, il y en a beaucoup. Un outil, après, reste un outil. Donc, c'est vrai qu'il va falloir choisir le moment de l'utiliser, l'opportunité, l'accompagner sur le volet aussi du résident et de sa famille. Voilà, c'était vraiment l'état des lieux aujourd'hui sur ce premier webinaire orienté vraiment secteur du handicap. Et donc, on a prévu un temps d'échange avec vous sur vos questions. Voilà, il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a pas de questions, voilà, toutes les questions, tout ce que vous vous posez sur la prévention du risque infectieux, sur l'accompagnement que vous pouvez avoir, peut-être le CRATB qui est tout nouveau, le centre régional du bon usage des antibiotiques avec Éric Bonnet et son volet opérationnel qui sont les équipes multidisciplinaires en antibiothérapie, comment vous pouvez les solliciter, qui peut vous aider. Donc voilà, n'hésitez pas, franchement, voilà, il nous reste un peu de temps et c'est vraiment... voilà, l'idée de partager avec vous vos besoins. Donc, voilà, vous avez les micros. N'hésitez pas à prendre la parole. Je vois qu'il y a une EMA aussi qui est avec nous. Une MH, il y a Karine du 35, voilà, du 11. Donc, franchement, voilà, on est là vraiment pour vous écouter, pour essayer de répondre au mieux à vos préoccupations. Oui. Alors, allez-y. Il y a le Mas des sources. Bonjour. Nous sommes deux représentants de la Mas des sources aujourd'hui. On avait juste une petite question. Nous avons un groupe hygiène créé entre professionnels pour parler des protocoles, de comment on met en place certaines choses au sein de la structure. Et il y a une personne qui voudrait être référente hygiène et qui n'arrive pas à se faire former. Est-ce que vous connaissez un moyen de pouvoir se faire former pour être référent hygiène? Et là, est-ce que c'est différent du référent risque infectieux ou est-ce que c'est différent? Je ne sais pas. Alors, c'est la même chose. Hein. On l'appelle correspondant hygiène, on l'appelle référent hygiène, référent de la prévention du risque infectieux. Pour moi, c'est la même personne. Et c'est ce on essaie de vous montrer tout à l'heure. En fait, on a réuni un petit groupe de travail composé d'hygiénistes, à la fois d'hygiénistes de terrain, d'hygiénistes en région aussi, et surtout de professionnels de votre secteur, hein, de médecins, d'IDEC, pour construire le programme des 2 jours de formation qui se dérouleront. Vous avez les 2 dates, vous avez mis les dates dans la présentation. Côté Montpellier, alors je ne sais pas où vous êtes physiquement situé. On est vers 66. Voilà, ce qui est le plus commode pour vous. Donc, il y aura une session sur Montpellier, enfin, ou à proximité, et une session sur Toulouse.
Voilà, c'est les nouveautés. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de donner, après, il n'y a pas de diplôme référent ou correspondant à l'hygiène, mais c'est une formation de 2 jours, vraiment à la fois d'apport théorique et surtout ce qu'on veut de mise en application pratique, avec du travail sur des situations rencontrées, sur donner les bons réflexes, comment on analyse un risque. Donc, en fait, on ne l'a pas appelé d'emblée référent prévention des infections ou référent hygiène parce qu'on on se disait que peut-être c'est à l'issue de cette formation que les personnes se sentiront un peu plus à l'aise. Mais si votre maturité fait que vous avez déjà identifié des personnes ressources, c'est tout à fait le bon endroit pour qu'elles puissent venir se former en région. Voilà. Et pour les autres qui n'auraient pas encore identifié ou des gens seraient hésitants, c'est aussi le moment de leur offrir la possibilité de suivre ces formations. Donc, vous aurez, si ce n'est pas encore le cas, sur le site, les modalités d'inscription, sur le site du CEPIA, sur le volet formation. Et le programme, c'est un peu tôt encore. Pour l'instant, vous n'avez que les dates. Le programme, il est en co-construction là, avec vos professionnels. Si on va régulièrement sur le site, on le verra du coup. Oui, et puis si vous avez, ce que disait Caroline, était très important, l'annuaire, c'est pas l'annuaire de la poste, entre guillemets, c'est vraiment un annuaire où vous allez pouvoir vérifier que vous êtes vraiment identifié, parce que quand nous, on communique en région ou même en national, Santé publique France veut communiquer vers les acteurs de terrain, c'est par le biais de cet annuaire que l'on peut diffuser toute l'information qui concerne les animations, les actions, la formation. Donc, les lettres d'information que l'on fait régulièrement, elles sont diffusées par ce canal-là. Et là, vous avez effectivement tout ce qui est proposé, les liens d'inscription, les nouveautés. Donc, vérifiez vraiment si vous avez perdu ou vous avez plus vos identifiants. Caroline vous a indiqué comment les demander. Et ensuite, vous rentrez dans l'outil et vous allez, par identification de votre structure, voir les personnes dans votre établissement qui ont été positionnées. Des fois, ça peut être des gens qui ont été positionnés il y a une dizaine d'années. Les gens ont changé. Et donc, on envoie des mails qui restent en fait un peu lettres mortes, entre guillemets. Donc, voilà, c'est un moyen pour vous, sans être proactif, de recevoir de l'information. Après, à vérifier toujours, c'est vrai que des fois, avec le niveau de sécurité qu'on a maintenant dans nos boîtes lettres, il y a les premiers échanges, des fois, tombent dans les spams ou dans les mails bloqués. Donc, voilà, soyez attentifs si vous êtes bien renseigné à aller récupérer ces informations-là ou sur le site en proactif. Merci. Juste la formation, elle aura lieu le 16 et le 17 octobre. Si vous n'avez pas eu tout à l'heure le temps de le noter. Et ça, c'est bon. Et le 5-6 Montpellier. Et le 5-6 novembre. Et le 5-6 novembre, c'est côté région toulousaine. Toulouse. Après, le programme, ce sera le même. Oui. Donc, c'est juste les intervenants qui vont pouvoir changer pour des raisons de proximité. Mais donc, le programme est le même. Donc, c'est un peu en fonction de vous, ce que vous pouvez faire avec vos agendas et la gestion de votre personnel et de vos affinités. Si vous avez plus l'habitude de venir d'un côté ou de l'autre, il n'y a pas de souci, c'est le même contenu. Voilà. D'accord. Merci. Sandrine, on a monsieur ou madame Thomas qui nous fait part d'une remarque dans le chat. Les premières difficultés. Merci, vas-y. Les premières difficultés que je rencontre en tant qu'IDE hygiéniste dans le secteur du handicap, c'est le port de bijoux et la tenue professionnelle, en particulier dans le secteur éduc, car pas dans la culture éduc, lieu de vie. Oui, ça fait partie des choses, des points sur lesquels on a beaucoup échangé avec le petit groupe là qui nous aide à construire la formation. Il faut partir du début et en fait, il y a des leviers que l'on peut activer, mais il faut les faire travailler sur les représentations. La tenue, après, elle peut être, banalisée, mais traitée dans l'établissement. Ça peut être un compromis. Il y a un groupe de travail national qui est en train de travailler justement sur les tenues et un établissement sanitaire médico-sociaux, entre autres. Voilà, effectivement, comme dit Sandrine, on est plus sur des tenues civiles, mais qui seraient réservées à l'établissement.
C'est vrai. Et puis après aussi faire parler de nos consciences du risque, parce que bien souvent on se dit éducateur, mais on est bien souvent en charge du résident, on fait l'échange, l'accompagne à la toilette. Donc là, on prend des risques quand même de contamination de sa tenue et après de diffusion donc des micro-organismes, que ce soit au sein de l'établissement, mais aussi au sein du cercle familial. Donc tout ça aussi, voilà, dès que ce groupe aura produit le document, nous en ferons part. Là, pour la journée FAMMAS, la journée risque infection secteur du handicap aussi, peut-être qu'on va essayer de trouver une guest star aussi qui est très sensibilisée à cette technique et qui a des astuces un peu à partager peut-être avec vous pour justement sensibiliser vos professionnels lors de petites mini-formations à l'hygiène des mains, notamment, et au port du bijou. Après, c'est sûr qu'un protocole ne réglera pas le problème. Hein. Ça va être vraiment de travailler sur les représentations, la prise de conscience du risque par des outils un peu de jeu aussi. Oui, voilà, de voir un petit peu les risques encourus et accompagner les changements de comportement. Ça va faire partie effectivement des ateliers prévus dans cette journée de formation. Alors, c'est la même personne. Oui. Il y a une question. Vas-y. Non, c'est pas une question. C'est qui a rencontré le même problème. Protocole d'hygiène avec des équipes type AES. AES, c'est en fait c'est accompagnement éducatif. D'accord. Oui. Ouais. Après, c'est toute la difficulté effectivement de vos secteurs. C'est pas confrontation, mais cette collaboration entre deux mondes, le monde du soin et le monde de l'éducation. C'est pour ça aussi que quand on fait les protocoles, on tient bien sur compte de ce genre de problématiques et justement on essaie de faire en sorte qu'ils soient applicables et compréhensibles par tout le monde. Donc il y a une main levée ou c'est le Mas des Sources qui est resté. Non, c'est le Mas des Sources qui est pas resté assis. Vous avez une autre question ou c'était la même Ah. Je ne sais pas comment on fait pour laisser. Je ne sais pas. Alors, il y a Monsieur Thomas. Je ne suis pas la Occitanie, je ne pourrais pas participer à votre formation. J'ai tenté des géloses, le retour de photos, explications, mais les représentations, on la vie dure, ça c'est sûr, oui. Mais c'est un peu les petites astuces qu'effectivement on peut proposer. En général, ça marche pas mal quand même, les géloses, quand on met les mains dedans et quand on laisse pousser sur les bureaux ou sur... voilà, c'est des petites astuces comme ça qui amèneront effectivement les personnes à prendre conscience du risque. Alors après, juste pour Monsieur Thomas, les formations, elles sont ouvertes hors région aussi. Si vous voulez participer, il n'y a pas de souci. On n'est pas sectaire, on partage. Donc c'est dit. La région est grande et les limites parfois avec les régions, voilà, pas tout à fait franchissables. Mme Bonnevide. Oui, merci d'abord pour votre présentation. Je voudrais vous demander si parmi les outils disponibles, il existe des modèles de plan de nettoyage des locaux. Alors, il y a un guide, oui, il y a le guide donc, qui a été réalisé avec le CPS Nouvelle-Aquitaine, donc qui prend l'ensemble du sanitaire et du médico-social. Et il y a aussi un guide Bourgogne-Franche-Comté qui est plus pour les EHPAD, mais qui est quand même applicable. Moi, je m'en sers pour faire la formation auprès des ASH donc dans vos secteurs. Hein. Et il y a aussi l'éco-nettoyage, voilà, qui a été fait par la RS-PACA. Donc, qui est très intéressant aussi. Voilà. Alors, il ne donne pas des techniques directes, mais il amène vers de nouvelles pensées par rapport à l'entretien des locaux. Hein. Voilà, ne pas vouloir désinfecter à tout vent, à tout prix. Hein, respecter l'environnement, respecter la santé des résidents et du personnel, l'ergonomie, tout ça. Donc, c'est trois... Si jamais, enfin, le premier, ce que je vous ai cité, l'entretien des locaux, donc dans le secteur sanitaire médico-social, vous le retrouverez sur notre site. Les autres, je ne sais pas. L'autre, vous l'avez sur le CPS Bourgogne-Franche-Comté. Et l'autre,
Après, vous avez sur le, juste pour compléter, Patrick, excuse-moi, vous avez sur notre site, en fait, on avait fait un webinaire l'année dernière sur l'éco-nettoyage et en fin de la présentation, vous avez le lien vers ces 3 outils. Et dans notre foire aux questions, vous avez pas mal d'éléments aussi. Et il me semble, Emmanuel, que tu avais présenté des plans d'entretien des locaux en fonction du niveau de risque dans le webinaire. Il y a des plans d'entretien des locaux. Oui, et il me semble que ce qu'on appelle la cartographie des locaux. Voilà, et Caroline nous a mis le lien dans le chat vers nos outils, le webinaire. C'est ça. Le lien vers notre site. Ouais, les guides, on les a. En fait, je voulais savoir si vous aviez des trames pour qu'on puisse préparer notre plan de nettoyage, qu'on n'ait plus qu'à l'adapter, quoi. Si, moi, des cartographies vierges, j'en ai, je peux vous en passer. Eh bien, voilà. Super. Après, c'est intéressant aussi de peut-être regarder un petit peu dans vos secteurs par rapport aux familles aussi, en termes de communication par rapport aux éducateurs. L'éco-nettoyage me semble tout à fait adapté à votre environnement de travail. Je vois Karine qui secoue la tête, mais qui pourrait intervenir, qui est quand même plus de terrain que nous. Tu peux nous dire ce que tu en penses? Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment, vous pourriez fédérer en fait vos professionnels autour de cette pratique-là, mais il faut vraiment bien la comprendre au départ, qu'elle ne soit pas assimilée à une économie de produits, mais vraiment à une qualité de l'environnement de travail et, une meilleure efficacité de prévention du risque infectieux aussi. Oui, moi, ce que j'ai pu observer dans les établissements avec lesquels j'interviens, c'est que quand il y a une démarche de projet, voilà, des questions concernant l'hygiène où ils sont des fois un peu réfractaires, du moment que c'est un projet où ils voient que tout le monde va participer, tout le monde va aller dans la même direction, ça fonctionne. Donc, c'est une bonne idée de faire des projets sur l'entretien des locaux. Là, on a fait un projet sur l'hygiène des mains, et du coup, le fait de parler de projet hygiène des mains et de travailler à comment on peut le donner, le reporter à leurs résidents, eh bien, ils sont beaucoup plus partie prenante. Et même des questions, j'entendais tout à l'heure vous parliez des bijoux, mais des questions qui au départ fâchent un petit peu, les bijoux, le vernis, etc. Eh bien, ils se remettent dans une posture un peu plus éducative et du coup, ils avancent eux aussi sur leur propre façon de voir les choses pour eux-mêmes, quoi. Ouais, merci Karine. Alors Karine, c'est une équipe mobile en hygiène de Narbonne et qui accompagne en fait des secteurs du handicap. Vous n'avez peut-être pas encore tous la chance d'avoir une Karine qui intervient chez vous, mais on va profiter de son enseignement quand même pour essayer de construire des outils adaptés. Ouais, je ne pense pas que Karine intervienne avec la blouse blanche quand elle va dans les établissements. Non, voilà. Parce que là, elle est à Narbonne. Vraiment, notre souci, ce n'est pas la sanitarisation, parce que ça, nous avons une grande expérience quand même des EHPAD, du secteur des personnes âgées, où effectivement, voilà, ils avaient peur que l'hôpital débarque voilà, ça reste quand même des lieux de vie, que ce soit les EHPAD, que ce soit les femmes, les EAM, excusez-moi, je n'ai pas encore passé le pas. Voilà, voilà, c'est vraiment pas faire intervenir l'hôpital dans ces secteurs-là. C'est préserver votre cadre de vie, vos lieux de vie, que ça reste quelque chose d'agréable, convivial. Voilà. Mais il faut, voilà, l'évaluation du risque ne veut pas dire qu'il soit risque élevé, mais il existe tout de même. Voilà. On a vu avec la crise Covid, on voit avec les épidémies de gastroentérite. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup présents là qui me diront qu'ils n'en ont pas subi au moins une. Les épidémies d'infections respiratoires aiguës. Voilà, tout ça, c'est pour vraiment que la vie de vos résidents soit paisible, que la vie de vos professionnels aussi soit protégée. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment pas rentrer dans la sanitarisation. J'arrivais même plus à le dire, ça fait tellement longtemps que je ne l'avais pas entendu. Ah, si tu le lis, c'est oui, c'est pour ça que j'interviens dessus. Voilà. Vraiment, c'est vraiment pas notre souci majeur. Voilà, c'est vous rendre la vie facile. Il n'y a vraiment pas de voilà, que vous soyez éveillé donc au risque infectieux dans vos établissements.
Je serais donc vivement intéressé pour avoir un retour du groupe de travail en cours sur les tenues civiles portées sur les groupes de vie et pour les éducateurs, qui serait un bon consensus. Alors quand on parle des éducateurs, c'est aussi pour le côté infirmier ou côté soignant. Hein, quand vous êtes en situation d'éducation ou d'animation ou de relationnel, voilà, effectivement, le risque est quand même moindre. Donc on peut aussi entendre que vous portiez des tenues civiles professionnelles, hein, voilà, mais qui sont réservées à l'établissement, et qu'en fonction de ce que vous allez faire de plus ou moins à risque, vous la protégiez. Voilà, c'est surtout ça aussi, c'est les équipements de protection individuelle sur lesquels aussi on voudrait insister dans ce groupe. Voilà. C'est vraiment se détacher à blouse blanche, c'est vraiment l'esprit et la philosophie du groupe, que ce soit chez vous en secteur de handicap ou en secteur personnes âgées. Et tu sais quand c'est que vous non, allez là, prendre votre copie, voilà, parce que c'est ça, je passe la demande aussi. C'est un peu, on espère quand même d'ici la fin 2024 pouvoir vous en faire part. Voilà. Après, ce sera sous forme d'interactive. Hein. Voilà, je suis dans telle situation de soins. Voilà, qu'est-ce que je risque, qu'est-ce que je fais pour me protéger. Voilà. Il y a le jeu des GNR dont vous en parlez, Emmanuel, qui peut aussi vous faire travailler vos équipes là-dessus. Les femmes et les MH sont-elles au courant de l'appui d'une EMH dans leur département? Alors ça, c'est une EMH qui pose la question. Donc, en fait, le dispositif, alors je ne sais pas si c'est bien clair pour les gens du secteur du handicap, l'équipe mobile en hygiène, vous connaissez pour certains ou pas encore? En fait, c'est des dispositifs qui ont été financés, qui existaient depuis longtemps sur la région Occitanie, mais qui sont montés un peu en puissance un petit peu avant la crise Covid, et qui ont vu tout l'intérêt qui ont montré toute leur efficacité pendant la crise Covid. Donc, ce sont des hygiénistes, donc paramédicaux et médicaux, qui ont en charge en fait des EHPAD isolés au départ, hein, EHPAD isolés. Donc aujourd'hui, elles sont toutes en place dans les départements. Elles ont à peu près un périmètre qui correspond au GHT à peu près, voire elles sont 2 par GHT. Je vois Karine qui selon les départements. Et elles n'avaient pas, en région Occitanie, pour l'instant, elles n'avaient pas, l'ARS ne leur avait pas demandé de s'orienter vers le secteur du handicap. C'est quelque chose qui est assez récent. Et elles n'ont pas toutes aujourd'hui les moyens, alors c'est pas faute de financement, c'est surtout faute de recrutement, déjà d'accompagner toutes les EHPAD. Donc en fait, le dispositif va s'orienter vers vos secteurs-là, mais de façon, en fonction de leurs possibilités qu'elles ont de vous accompagner. Donc, il y a des EMH qui ont 1 ou 2, voire un peu plus de secteurs du handicap en accompagnement. Il faut peut-être vous rapprocher d'eux pour ceux qui le souhaiteraient, ou passer par nous, CEPIAS, pour voir si elles sont en capacité aujourd'hui de vous prendre en charge. C'est vraiment l'ARS, c'est un accompagnement qui va s'étendre, mais aujourd'hui qui est un peu jeune, pour que vous soyez tous accompagnés par une équipe mobile en hygiène. Autrement, quand il n'y a pas cette ressource de proximité, vous avez c'est le CEPIAS, c'est nous, sur les situations de crise, qui peuvent vous aider via le signalement à l'ARS, qui revient après vers nous pour vous aider dans les situations épidémiques ou les formations, mais toujours à l'échelle régionale. C'est compliqué pour nous de se déplacer vraiment, ou alors pour un groupe quand vous êtes plusieurs, mais pour une structure isolée, ça sera, ou alors on pourra vous raccrocher à une autre structure. Voilà, c'est ça. C'est une structure qui fait d'exemple pour les autres structures du groupe. Voilà, mais les EMH, le MH de Rouergue, je dis oui, mais les EMH ont ça en projet, en fait, dans leur déploiement. Sur plusieurs années, elles ont mis quand même plus, pour certaines, presque 5 ans, et les dernières 3 ans à essayer d'arriver à couvrir toutes leurs EHPAD, ce qui n'est pas le cas encore d'un certain nombre d'entre elles. Et donc, il est attendu aujourd'hui, et c'est la volonté nationale, hein, c'est vraiment une volonté nationale d'accompagner aussi vos secteurs à vous.
Donc, plus de questions dans le chat. Si vous avez des questions. Alors surtout, n'hésitez pas si vous avez des choses qui vous semblent, par rapport aux échanges qu'on a eus aujourd'hui, très intéressants, que vous voudriez partager avec vos collègues sur la journée du Gros du Roi là, qui arrive en juin. Vous nous appelez, vous nous envoyez un petit mail, vous mettez quelque chose dans le chat. Voilà, vous avez un super outil de promotion du zéro bijou. Oui, je tombe la mienne. Sa bague est tombée. Voilà, mais nous, aujourd'hui, on est administratif. Donc, pas voilà, n'hésitez pas à. Voilà, vraiment, c'est. Ça fait la particularité de votre secteur, c'est qu'on ne peut pas vous proposer des outils clés en main, ils ne seront pas adaptés à votre contexte de travail, voilà, au fait qu'il faut faire avancer tout le monde en même temps, les familles, les éducateurs, les résidents. Et donc, voilà, on aura vraiment intérêt à travailler, à co-construire ensemble les outils et à partager ce qui a bien marché sur un groupe ou sur un MAS ou UME, bon, peu importe, pouvoir le partager avec vos collègues en toute, voilà, ce sera vraiment avec bienveillance, il n'y a pas de jugement à apporter, c'est juste pour pouvoir que certains d'entre vous puissent le réutiliser dans leur secteur. C'est vraiment l'idée de ces journées d'échange, en fait. Donc, n'hésitez pas, ceux qui ont des groupes déjà d'hygiène, des groupes de réflexion à échanger. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, c'était vraiment voilà, une première approche, on va dire, un peu plus formalisée que nos appels coup de téléphone. Oui, on vous mettra le support effectivement en lien. Et là, le webinaire a été enregistré, donc vous pourrez y revenir aussi dessus. Voilà. Tout ça, Caroline vous mettra le lien sur notre site. Ouais. N'hésitez pas. Alors par contre, là, Caroline vous l'a bien dit, vous allez recevoir un mail pour répondre à un questionnaire. C'est vraiment un questionnaire qui n'a aucune, c'est pas du tout réglementaire. Hein. C'est vraiment nous pour essayer d'identifier les référents en hygiène et vos besoins pour les former, pour essayer d'avoir un petit groupe régional pour travailler sur des outils aussi adaptés à votre secteur. L'idée, c'était peut-être de vous alléger. C'est un peu, voilà, on s'est dit toujours, on va faire le protocole, machin, mais si le protocole est fait en région avec des outils surtout, enfin, une approche de communication pour, voilà, vous dites, c'est vraiment un projet hygiène, c'est pas un protocole hygiène, et Karine l'a bien dit, avec voilà, des petites astuces pour communiquer, pour que les gens s'approprient ces démarches dans vos secteurs, ça sera quand même plus intéressant pour vous de déployer les outils et les actions de prévention du risque infection. Pouvez-vous nous envoyer envoyez-nous. Donc, il sera accessible sur le site, mais on peut vous partager dès à présent. Mettez-nous on aura votre mail. Madame Land, il n'y a pas de souci. On vous enverra d'ici la fin de semaine un lien pour visionner l'enregistrement de la réunion là en ligne et un lien également pour récupérer la présentation. Super, Caro, merci. Et autrement, vous trouverez tout ça dans la rubrique visioconférence de notre site. Animation, formation, visioconférence. Et avec les outils à adresser, vous aurez le questionnaire à nous remplir pour constituer notre groupe de réflexion. Voilà, c'est un échange. Hein. Bah, écoutez, on arrive à la fin du temps. Il nous reste 2-3 minutes. Si quelqu'un a vraiment une question, même si elle est très, très précise, hein, une difficulté, n'hésitez, vous pouvez encore nous la poser. Il y a pas mal d'hygiénistes autour du webinaire. Hein. N'hésitez pas. Écoutez, on espère que ce temps d'échange vous aura été utile. Et voilà, et on espère vous retrouver bientôt. Donc, pensez à l'annuaire vraiment, parce que si vous voulez être informé régulièrement de ce qui est proposé en région, par le biais de l'annuaire, on vous retrouvera facilement. Merci beaucoup. Et pour ceux qui voudraient faire l'enquête nationale de prévalence, n'hésitez pas aussi à suivre le webinaire et après on pourra vous aider voilà, sur des points précis qui bloqueront sur l'enquête. Merci à vous.
Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci.